En 1989, la chute du mur de Berlin annonce la disparition d'un ordre mondial né 45 ans plus tôt avec la fin de la Seconde Guerre. En 1945, les États-Unis sont la première puissance au monde, la seule à posséder la bombe atomique. Ils entendent dicter les règles de la politique mondiale. Sortie exsangue de la guerre, l'Union soviétique est cependant en position de force. Roosevelt et Churchill ont entériné les conquêtes de Staline. L'URSS entend établir dans les pays que ses armées ont libérés de l'occupation nazie des régimes à son image et sous sa dépendance. En Europe, ses troupes occupent 1 330 000 km², le quart du territoire européen, avec 113 millions d'habitants. Le processus de soviétisation est en cours. De tous les responsables de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill fut le premier à être convaincu que l'affrontement était inévitable entre le communisme et le bloc occidental. Alors qu'il n'est plus au pouvoir depuis 8 mois, il le dit publiquement pour la première fois lors d'une conférence aux États-Unis. De Stettin à Trieste, déclare-t-il, le rideau de fer s'est abattu sur le continent. À Moscou, ce constat apparaît comme une déclaration de guerre. Le monde est menacé par l'Union soviétique et par le communisme international, affirmait Churchill. Seul peut leur tenir tête l'empire américano-anglais. C'est à lui qu'il appartient de gouverner le monde au cours des siècles à venir. C'étaient des paroles que Truman attendait depuis longtemps pour justifier son idée de leadership mondial. Staline ne veut pas limiter ses conquêtes. Il lui faut des accès à la Méditerranée. Il fait pression par les voies diplomatiques sur la Turquie. En Grèce, c'est la guerre civile. D'un côté, les résistants communistes armés par l'Union soviétique qui refusent le rétablissement de la monarchie. De l'autre, l'armée régulière royaliste soutenue par les troupes britanniques. En février 1947, Londres appelle Washington à l'aide. Le président des États-Unis, Harry Truman, décide de mettre un frein à l'expansion soviétique. À sa demande, le Congrès vote une aide immédiate à la Grèce et à la Turquie pour soutenir leur résistance face aux communistes. Moscou condamne ce que le Kremlin appelle l'agression américaine. À présent, c'étaient les généraux américains qui commandaient sur le sol grec. Les détachements armés par eux venaient noyer dans le sang le peuple grec. Partisans, donc communistes, à fusiller. À Washington, Harry Truman dénonce les procédés d'intimidation employés par les communistes pour s'emparer du pouvoir en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie. Le 11 mars 1947, la guerre froide est officiellement née. À l'Est, l'Union soviétique exerce directement sa prépondérance. Dans les démocraties européennes de l'Ouest, le problème est différent. Les puissants partis communistes qui représentent 25% des électeurs défendent la politique de Moscou, tout en participant au gouvernement de leur pays, en France, en Italie et en Belgique. En France, Paul Ramadier, militant socialiste de toujours, résistant, est le premier président du Conseil de la 4e République. Son gouvernement comprend 5 ministres communistes, dont Maurice Thorez, vice-président du Conseil et ministre d'État. Mais sur le fond, il n'y a pas d'accord entre ces ministres, d'où la faiblesse du régime naissant.
Pour le général de Gaulle, la 4e République, incapable de rendre à la France son rang de grande puissance, doit disparaître. Il crée le Rassemblement du peuple français et dénonce le régime des partis. Il est temps que se forme et que s'organise le Rassemblement du peuple français, qui, dans le cadre des lois, va promouvoir et faire triompher l'immense effort du salut commun et la réforme profonde de l'État. La situation internationale demeure sa préoccupation. Notre planète nous présente aujourd'hui deux masses énormes qui sont l'une et l'autre portées vers l'expansion, qui cependant sont entraînées par des tendances naturelles différentes et par conséquent par des courants idéologiques opposés. L'Amérique et la Russie, si l'on doit espérer qu'elles ne deviendront pas des ennemis, sont automatiquement des rivales. Dans cette situation, placés là où nous le sommes, nous, la France, il n'y a pas pour nous de problème plus capital ni plus brûlant que de maintenir notre indépendance. Aux yeux du général de Gaulle, la gangrène communiste est une menace pour la démocratie. Son retour aux affaires lui paraît urgent et indispensable. Ce même jour, la rupture entre la Russie et les Occidentaux est confirmée à Moscou lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères. Les deux camps s'affrontent sur le problème allemand. Le ministre soviétique, Molotov, défend l'unité allemande, que son homologue américain, le général Marshall, rejette. Car l'unité allemande, souhaitée par Moscou, c'est l'installation d'une démocratie populaire. Bevin, le ministre britannique, résume la situation. Il ne me semble pas que nous soyons d'accord sur quoi que ce soit. Conséquence de cette cassure internationale dans les différentes démocraties, la tension monte entre communistes et non-communistes. En mars et en avril 1947, en Italie et en Belgique, les communistes quittent les gouvernements. En France, Paul Ramadier est décidé à renvoyer les ministres communistes parce qu'ils se désolidarisent de la politique du gouvernement. Paul Ramadier n'obéit pas à des ordres directs des Américains, même si sa décision correspond aux vœux de Washington. Maurice Thorez, ministre d'État, critique la politique économique et financière du gouvernement. La classe ouvrière avait compris que si la réaction s'efforce de saboter la production, si elle spécule sur les difficultés du pays, si elle mise sur l'effondrement de notre monnaie, si elle voudrait nous précipiter dans un chaos propice aux coups de force et aux aventures de pouvoir personnel, dans ces conditions, l'intérêt et le devoir des prolétaires, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur classe, comme vis-à-vis du pays, comme vis-à-vis de la République, c'est de produire, c'est de développer la production et la productivité, de réduire les prix de revient à l'unité, ce qui est le seul moyen efficace d'obtenir la baisse. Sans oublier cependant, concernant la défense du franc, la nécessité de l'équilibre budgétaire, notamment par des économies substantielles dans les crédits militaires qui vont sans cesse en progressant. Le 1er mai, à l'occasion du traditionnel défilé, le gouvernement craint un coup de force communiste. L'armée a reçu l'ordre de mettre en place un dispositif de sécurité à Paris. Dans toute la France, les commandants des régions militaires reçoivent l'ordre de préavis de dispositif d'alerte.
mais le défilé se déroule dans le calme. Le 4 mai, utilisant la désolidarisation des ministres communistes, Paul Ramadier met fin à leurs fonctions ministérielles. Maurice Thorez dira plus tard « Je savais que Ramadier préparait un mauvais coup, mais jamais je n'aurais pensé qu'il irait jusque-là. » En politique internationale comme en politique intérieure, chacun délimite son territoire. Les deux blocs s'organisent. À Harvard, le général Marshall, chef de la diplomatie américaine, lance un appel solennel à tous les pays d'Europe. Il savait que c'était aux richesses, aux produits du Nouveau Monde, que l'Europe appauvrie aurait à faire appel pour son relèvement, et que c'est l'intérêt des États-Unis de combler le fossé existant entre la situation tragique de l'Europe et l'immense production de la jeune Amérique. Parce qu'ils en ont les moyens, les États-Unis offrent à l'Europe de l'aider dans son redressement. L'aide américaine sera de 6 milliards de dollars par an jusqu'en 1951. L'URSS et les nations sous sa dépendance peuvent en principe en bénéficier. Pour la France ruinée, le plan Marshall est une véritable bouée de sauvetage. Bien que l'aide économique ne soit assortie d'aucun marchandage politique, le choix est clair. La France appartient au camp atlantique. La vedette de la chanson et ses 9 compagnons emportent ses cloches dans leurs bagages. L'Amérique les réclame. Exportation invisible qui peut faire pencher en notre faveur la balance sentimentale des échanges franco-américains. À l'église, un beau petit homme de elle chante dans la vent, possédante et monotone, elle redit aux vivants, ne tremblez pas, capitaine. Arrivant aussi d'Amérique, Charles Trenet, lui, n'est pas triste du tout. Débordant de gaieté et d'entrain, il exulte de revoir son Paris et sa mère. Tu as fait bon voyage? Excellent. Magnifique voyage. Nous devions mettre, je crois, 16 heures. On n'a mis que 12 heures, 13 heures. On ne s'est même pas posé à Shannon. Pour Staline, il n'est pas question d'accepter l'aide américaine. Le 8 juillet, l'agence TASS annonce que la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie la refusent. Et Moscou dénonce le plan Marshall. La doctrine Truman fut suivie par le plan Marshall pour l'Europe occidentale. L'aide au peuple ayant pâti de la guerre, une pluie de dollars, l'Europe sauvée de la famine et de la misère. Le président est un bienfaiteur. Des ânes, symbole du Parti démocrate, ont été livrés les premiers à l'Europe en vertu du nouveau plan. La Tchécoslovaquie avait décidé d'accepter le plan Marshall, mais sur l'ordre de Moscou, elle doit faire volte-face et le refuser. Staline veut resserrer son emprise sur les différents partis communistes. Le 22 septembre 1947, en Pologne, est créé le Kominform, organisme de liaison entre les 9 partis communistes d'Europe, sous la direction étroite de Moscou. Washington voit dans cette décision une menace pour la liberté. September of 1947 saw the formation of a new coordinating body known as the Common Forum, a mouthpiece for Soviet propaganda. And the shadows reappeared. They lengthened across the map of the world, blotting out the lights of freedom in every country they touched. Countries blinded by falsehood, unable to see the truth until it was too late. In Moscow, the party line dictates the way of life, a way of life foreign to our American tradition.
control of the state is placed in the clenched fist of the few. The voice of the many is silent. Les directives de Moscou sont formelles. Tous les communistes doivent, quelle que soit leur patrie, effectuer sur le champ une mobilisation générale contre l'agresseur capitaliste. Maurice Thorez comprend qu'il doit changer de politique. Plus question d'entente avec les socialistes et les républicains populaires. Plus question de contenir le mécontentement. Bien au contraire, il s'agit de l'exploiter. Notre parti communiste ne dissimule pas son but, la lutte pour le pouvoir des soviets. Nous préparons l'avènement de la République française des soviets. Ces propos de Jacques Duclos, diffusés aux États-Unis, ne sont pas connus à l'époque en France. S'ils l'avaient été, ils auraient alimenté la propagande anticommuniste. Les conditions de vie sont encore très difficiles. Les Français s'exaspèrent. Le ravitaillement provoque de nombreux incidents. La CGT se sert de cette situation pour organiser manifestation sur manifestation. Les uns après les autres, ouvriers boulangers, pompistes, agents de la SNCF, employés des banques, du gaz et de l'électricité, donnent le signal de l'arrêt du travail. Infatigables, nos opérateurs ont suivi jusqu'au bout la grève des transports parisiens. Voici leurs dernières images. Les progrès considérables réalisés par la prise de vue ont permis de filmer les moyens de remplacement mis à la disposition des Parisiens. La bicyclette multiplace a rendu d'énormes services dans les déplacements familiaux. En 1947, il y eut 23 millions de journées de travail perdues. Jamais un tel record ne fut atteint sous la 4e République. Mais la vie continue. Après une interruption de 8 ans, le Tour de France lance à nouveau sur les 4600 km de la Grande Boucle ses géants de la route. Il renaît cette année tel qu'il a toujours été. Ceux qui le connurent le retrouvent avec la cohorte bariolée et tapageuse de ses voitures suiveuses, avec son rythme, son entrain, avec cette fièvre qu'il engendre et cet enthousiasme qui le suit tout au long de son parcours. Camp Paris, dernière étape qui, pour la première fois depuis 1909, allait décider du sort de la grande épreuve. Robic, en effet, décidé à l'emporter, s'échappait, et en compagnie de Tesser et Fachleitner, s'envolait vers la victoire. Dans un parc des Princes archi-comble, Robic revêtait le maillot jaune qu'il n'avait jamais porté durant la course, mais qui demeurera témoin de sa victoire. La 4e République n'a pas un an. La guerre est terminée depuis 2 ans et la France, malgré l'aide américaine, est dans une situation économique dramatique. Les caisses de l'État sont vides. En un an, les prix de détail ont doublé. La ration de pain est de 200 grammes par jour. Jamais, sous l'occupation, elle n'a été aussi faible. Les logements manquent. Un Français sur 7 cherche un toit. Dans un tel climat, les manifestations se poursuivent. À Marseille, c'est dans la rue que les ménagères ont tenu à manifester contre la mauvaise qualité du pain et réclamer des jours meilleurs. Malheureusement, si dans cette grave question qui préoccupe actuellement la France entière, les Marseillaises ont voulu mettre elles-mêmes la main à la pâte, le pain ne s'en est pas encore amélioré pour autant. De Gaulle, chaque jour, renforce son camp. Un pays qui chancelle au bord d'un gouffre financier, économique et social. Nos budgets sont des fictions. Notre monnaie tombe en ruine parce que nous dépensons beaucoup trop par rapport à nos moyens. Je parle de l'État. Le 20 octobre 1947, les élections municipales donnent aux Français la possibilité de s'exprimer. À 40%, ils votent pour le rassemblement du peuple français, le mouvement gaulliste. Les 13 plus grandes villes de France tombent aux mains du RPF.
Rien n'est réglé. Début novembre, à Paris, des manifestations se succèdent dans une atmosphère d'émeute. Des grèves éclatent dans les services publics. L'hôtel de ville est assiégé par une manifestation de fonctionnaires. Le 6 novembre, les éboueurs cessent le travail. La troupe, en bourgeron de corvée, remplace le service défaillant. Hier receveur d'autobus, aujourd'hui boueux, les jeunes soldats devront à cette curieuse époque une formation civile très soignée. Le 17 novembre, grève chez Citroën. La grève s'étend rapidement dans les grandes villes de France. À Marseille, on compte plus de 40 000 grévistes. Lors d'affrontements très violents, un ouvrier est tué. Fin novembre, tout travail a cessé dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Partout en France, à la base des grèves, justifiées par la dureté de la vie quotidienne, il y a des revendications économiques. Les dirigeants communistes sillonnent le pays en dénonçant le parti américain. Le 19 novembre, Paul Ramadier, attaqué de toutes parts, démissionne. Le républicain populaire Robert Schuman lui succède. C'est un homme à part, d'une grande humilité, convaincu que tous les hommes sont les instruments de la Providence. Le socialiste Jules Mock est ministre de l'Intérieur. Il achève de reprendre en main les compagnies républicaines de sécurité. À la fin du mois, 3 millions de travailleurs sont en grève. Aucune corporation n'est épargnée. Les trains ne passent plus. Des gares et des centraux téléphoniques sont pris d'assaut par les grévistes, puis reconquis par la troupe. Au Palais Bourbon, dont les débats ne sont pas filmés, se déroulent des scènes d'une violence sans précédent. La garde républicaine évacue par la force l'hémicycle que les députés communistes refusent de quitter. L'inquiétude et la peur gagnent les Français. Surtout quand... L'express Paris-Tourcoing a déraillé en pleine vitesse, à quelques kilomètres d'Arras. Monstrueux attentat ainsi que le prouvent les tire-fonds des traverses arrachées. Les mains criminelles qui ont déboulonné ces rails se sont couvertes du sang de 17 innocentes victimes. Unanime, la vaillante corporation des cheminots a stigmatisé avec force ce geste inexpiable, que ne saurait expliquer ni revendication sociale, ni conviction politique. Un sentiment d'horreur a soulevé le pays tout entier en présence d'un acte pour lequel il ne saurait y avoir ni oubli, ni pardon. Devant ce spectacle d'épouvante, il n'est pas un Français qui puisse contenir son indignation, ni maîtriser sa colère. Le lendemain à Paris, les obsèques du général Leclerc, qui a trouvé la mort dans un accident d'avion, se déroulent dans une atmosphère de fin du monde. Ni le chef de l'État, ni le président de l'Assemblée, ni les ministres ne suivent le cortège dans les rues de Paris. Le préfet de police et le ministère de l'Intérieur ne peuvent garantir leur sécurité. Il repose en sa veillée funèbre parmi les siens, dans la chapelle des Invalides. Son chef, le général de Gaulle, pris dans l'ombre, pour celui qui fut toujours son ami et son meilleur soutien au travers des heures les plus noires de sa mission. La grève devient impopulaire. Les villes ne sont plus ravitaillées. 48 heures après le sabotage d'Arras, brutalement, le mardi 9 décembre, le Comité national de grève donne l'ordre de reprendre le travail. En quelques jours, c'est chose faite dans l'ensemble de la France. Avec ces grèves, le mouvement syndical perd son unité. Les minoritaires de la CGT, conduits par Léon Jouot, reprochent aux communistes d'avoir utilisé le mécontentement à des fins politiques. Avec l'argent des syndicats libres américains, ils créent en avril 1948 une nouvelle centrale, Force ouvrière. Dans le monde comme en France, la cassure entre les deux blocs se précise. La Tchécoslovaquie est le dernier pays de l'Europe de l'Est qui obéit aux règles de la démocratie parlementaire classique. Les communistes y sont minoritaires. Le Premier ministre, Clément Gottwald, communiste, s'oppose au chef de l'État, le président Bénèche, qui n'est pas communiste.
Au sein du gouvernement, un conflit éclate entre ministres communistes et socialistes. Les milliers de manifestants menés par le Parti communiste défilent dans les rues. Les actualités russes démontent le mécanisme de la prise du pouvoir. L'armée et la milice proclament leur soutien inconditionnel aux communistes. Le peuple tout entier est avec eux. Alors, à l'appel du congrès des comités d'usine, le 24 février, le travail cessa dans toutes les usines, dans toutes les entreprises. Le peuple lançait son avertissement. Il ne laisserait pas se produire la restauration du capitalisme. Arrivaient des journées décisives. Le 25 février, toute Prague est sortie sur la place Václavský náměstí. Et une délégation conduite par Gottwald alla trouver le président. La rumeur de la place ne parvenait pas dans son cabinet, mais il comprenait qu'il n'y avait plus de retour à la Tchécoslovaquie bourgeoise. Gottwald n'est revenu sur la place que vers le soir. Le président a signé la démission des ministres. Ils seront remplacés dans le gouvernement par des hommes fidèles aux idées du Front National. C'était un grand jour, une grande victoire. Le chemin du socialisme en Tchécoslovaquie était ouvert. La Tchécoslovaquie est tombée dans le camp soviétique. Le coup de Prague sème la terreur en Occident. Au Conseil de sécurité de l'ONU, Alexandre Parodi, délégué de la France, déclare: En février dernier, une minorité s'est emparée par la force et manifestement contre la volonté du chef de l'État de toutes les commandes de la nation tchécoslovaque. Et en quelques heures, un État policier a remplacé un État démocratique. Enfin, pour donner aux événements tout leur sens, il faut sans doute ajouter encore que nous avons senti revivre dans cette Europe, si meurtrie encore de la guerre dont elle est à peine sortie, des méthodes que nous avons apprises à bien connaître de 1938 à 1940. En Europe de l'Ouest, la peur est générale. On voit les communistes aux portes de chaque capitale. Désormais, pour les socialistes, la lutte contre les communistes dicte leur politique. Ils redoutent le sort de leurs camarades tchécoslovaques. Le continent s'organise militairement. Le pacte de Bruxelles, qui établit une organisation militaire commune, est signé par la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. C'est un pacte d'assistance mutuelle en cas d'agression armée en Europe. C'est de tous les documents diplomatiques de l'après-guerre le premier qui soit dirigé contre l'URSS. Trois ans après la capitulation inconditionnelle du Reich, l'Allemagne, toujours divisée en 4 zones d'occupation, devient un nouveau champ de bataille sur lequel s'affrontent les alliés d'hier. Dans chacune de ces zones, des deux côtés du rideau de fer, deux États s'édifient. L'un dans le sillage des Occidentaux, l'autre sous la domination soviétique. Pour protester contre l'introduction par les Occidentaux d'une nouvelle monnaie à Berlin, les Soviétiques barrent toute liaison terrestre et fluviale entre la capitale et l'Allemagne de l'Ouest. Les Berlinois, privés de ravitaillement, sont condamnés à la famine. Mais dès le 28 juin, les Américains et les Britanniques volent au secours de la ville encerclée. Décidées à briser le blocus, les autorités américaines organisaient le ravitaillement de Berlin par un véritable pont aérien et en 10 000 missions. Les appareils américains réussissaient à apporter 70 000 tonnes de vivres. Les Américains envoient à Berlin les modèles les plus récents d'avions de chasse à réaction, venus pour la première fois d'Amérique en Europe. Et pendant qu'à Moscou les négociations se poursuivent, les Berlinois continuent à recevoir un ravitaillement qui leur tombe du ciel. Dans cette lutte pour nourrir Berlin, l'Occident affronte pour la première fois de façon spectaculaire le régime soviétique.
Pendant ce temps, en France, 3 gouvernements se succèdent en 18 mois. Ce sont des ministères de troisième force, selon la formule inventée par le socialiste Guy Mollet. La troisième force, c'est l'alliance contre les communistes et les gaullistes. Elle regroupe les socialistes, les républicains populaires, les radicaux socialistes et la droite. Le gouvernement du radical socialiste André Marie ne dure qu'1 mois. Celui de Robert Schuman est encore plus court, 4 jours. En revanche, Henri Queuille, radical socialiste, résistant et ancien député de la Troisième République, reste président du Conseil 1 année. Devant l'extraordinaire triomphe des premières assises du RPF à Marseille, Henri Queuille décide de repousser l'affrontement électoral que le général de Gaulle appelle de tous ses voeux. Il ajourne les élections cantonales d'octobre 1948. Pour marginaliser les gaullistes, le bon docteur Queuille a eu recours à une astuce électorale. Contre les communistes, il use de la manière forte. Il révoque la direction des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais, forteresse communiste depuis la Libération. La réaction est immédiate. Le 4 octobre 1948, la grève générale s'empare de tout le bassin minier. Cette fois-ci, il s'agit bien de grèves insurrectionnelles. Ce sont des grèves politiques lancées par le Parti communiste. Elles sont d'une violence exceptionnelle. Mon mari était secrétaire du syndicat et secrétaire du comité d'entreprise. Il savait très bien que c'était mon mari qui dirigeait la grève de son puits. Alors ils sont venus pour l'arrêter, dès le début de la grève. Mais mon mari s'est sauvé. Il avait mis son vélo à la fenêtre et quand il a vu les gendarmes arriver, il a monté sur son vélo puis il s'est sauvé. Donc ils ne l'ont pas eu. Il a logé chez tous les camarades. Un jour il était par ici, un jour il était par là. Et il faisait les réunions. Il allait sur le puits de mine et il faisait les réunions entouré des mineurs. Il était protégé par les mineurs. Et quand la grève elle a été terminée, là il a fallu qu'il reprenne le travail comme tout le monde, mais on savait très bien qu'il allait être arrêté. Alors le jour de la reprise, quand il a été pour prendre sa lampe, il y avait 2 gendarmes. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Il a été jugé 3 mois. 3 mois de prison. Il a été licencié. Et quand il allait chercher du travail, bien sûr, et quelquefois on l'embauchait, mais quand on savait, quand ils apprenaient que c'était un révoqué de la grève 48, aussitôt il était remis dehors. Le pouvoir ne cède pas. Il lui faut démontrer au Parti communiste que force reste à la loi. On assiste à une véritable reconquête du bassin minier. Le 21 octobre, Jules Mock invite les préfets à procéder à l'arrestation de tous les auteurs de violence. Un film, réalisé par la CGT, s'indigne. La Fédération des mineurs décide de suspendre la sécurité pendant 24 heures à titre d'avertissement. Et c'est vous, monsieur Moche, qui en portez la responsabilité parce que c'est vous qui l'avez cherché et provoqué. Le jour même de cette décision, se servant de ce prétexte, le gouvernement et ses CRS renforcent ses brutalités et déclenchent de vastes opérations militaires. Toutes les armes entrent en action. Les mitrailleuses crachent. 2 hommes meurent sous les balles. Moche le menteur tente d'assassiner aussi la vérité. Mais des honnêtes gens qui ont vu les faits réagissent et protestent. Paris Presse, François, France Dimanche, Libération, Combat. Et on préfère accorder 15 000 francs par mois de prime à chaque CRS que 14 300 francs par mois de minimum vital aux mineurs. Mais la colère est dans leur cœur. Et la grève continue. Et les mineurs se défendent avec acharnement contre les furieux assauts des mercenaires déchaînés. Les CRS parviennent à envahir les mines. C'est l'occupation, comme au temps des Boches. Et ce ne sont pas les CRS qui peuvent faire remonter le charbon. Pour Moche, tous les moyens sont bons, même les plus ignobles. J'étais à la CGT depuis 1926. Force ouvrière ayant été formée, j'ai adhéré à Force ouvrière. Parce qu'on ne pouvait pas admettre la dictature des communistes dans les syndicats.
Alors en 1948, la grève a été très dure. Et comme Force ouvrière était créée déjà, et que Force ouvrière s'était opposée à la grève, eh ben, des nervis communistes sont passés dans les maisons des gens qui n'étaient pas de leur côté, ont démoli les fenêtres, ont démoli des meubles, ont passé des meubles au goudron. Vous savez, ils ont fait un tas de trucs invraisemblables. Quand les soldats sont arrivés, il y a eu des exactions, il y a eu des sabotages, il y a des gens qui ont fait, enfin, des cégétistes ou autres, qui ont fait culbuter des berlines dans les puits de fosse, qui ont fait du sabotage un peu partout. Et naturellement, ils se sont retrouvés en prison. Vous savez, ils n'hésitaient pas à malmener des gens. Hein. Moi, on m'a pas malmené parce que j'avais du répondant avec moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens de la CGT, vous les prenez séparément, c'est des bons camarades, mais aussitôt qu'ils sont en groupe, hein, c'est plus le même. Le 4 novembre 1948, la reconquête militaire du bassin minier se termine. Le 20 novembre, le travail finit par reprendre dans tout le bassin minier. La répression est impitoyable. 1800 ouvriers sont renvoyés. Ils gardent cependant la disposition de leur maison qui appartient aux houillères. Un responsable l'explique. Vivant au milieu de leurs camarades qui voyaient leurs difficultés, ils sont devenus pour tout le bassin minier les témoins des conséquences d'une grève, de la misère qu'elle entraîne. Ce fut un enseignement très salutaire. De 1948 à 1962, aucun syndicaliste appartenant à la CGT ne fut reçu par la direction générale des houillères. Cependant, la France fête le retour de son héros national, Marcel Cerdan, qui vient de remporter aux États-Unis le titre de champion du monde des poids moyens face à l'Américain Tony Zell. Au lendemain de son triomphe, le poulain de Lucien Roupe explique le coup avec une visible jubilation que trouble à peine le souvenir non moins visible des réactions de Tony Zell. Malgré tout, le pays s'engage sur le chemin de la prospérité. Les crédits du plan Marshall sont affectés à la production d'énergie et au transport. C'est le commissariat au plan qui assure la répartition des fonds. La puissance industrielle d'un pays se mesure à la quantité d'énergie dont il dispose et notamment à ses besoins en électricité. Or, depuis 1938, la consommation de courant électrique en France a presque doublé. Il y a 10 ans, aujourd'hui. Le pays dispose de deux moyens de production de possibilités sensiblement égales. D'une part, les barrages, étroitement tributaires du régime des pluies, donc de production irrégulière. D'autre part, les centrales thermiques, qui satisfont l'autre moitié de nos besoins. L'effort d'équipement des charbonnages de France porte sur 16 de ces centrales, toutes de conception ultramoderne. À Saint-Étienne, la centrale du Bec sera mise en route dans le courant de l'année et apportera 250 millions de kWh au réseau général. Dans les bassins du centre et du Midi, 8 nouvelles centrales vont être terminées. Le programme d'ensemble achevé, la production d'électricité des bassins houillers sera 3 fois supérieure à celle de 1938. Les moyens de transport sont modernisés. Une nouvelle motrice électrique relie Paris-Tours en 2 h 6 minutes à une vitesse de pointe de 160 km/h. En 1949, la presse souligne, à l'occasion du Salon de l'Auto, la renaissance de l'automobile française. La régie Renault produit 6004 chevaux par mois. L'agriculture retrouve ses récoltes d'avant-guerre. Modernisation, remembrement, mécanisation furent les maîtres mots des années à venir pour les agriculteurs. Conséquence immédiate, le ravitaillement n'est plus un problème. En janvier 1949, les tickets de pain sont supprimés. Est-ce possible? Les cartes de ravitaillement au panier. Le dernier produit contingenté, le café, est en vente libre. Fini les queues, les sacs pleins de bouts de papier de toutes les couleurs, les tickets périmés. Pour avoir 1 kilo de café, il suffit de le demander. Et voici du fromage, du beurre, tout est libre. Nous sommes très heureux de la suppression des cartes d'alimentation. Surtout, ce que nous demandons, c'est de pas d'augmentation pour le sucre, le beurre et le café. La reconstruction de 1 500 000 habitations
s'effectue le plus vite possible en parant au plus pressé. Ce qui n'empêche pas les tentatives hardies. L'unité d'habitation que l'architecte Le Corbusier a voulu montrer au public parisien avant de le mettre en place à Marseille, dans la maison qu'il y construit. Soutenue par de forts piliers de ciment armé, l'énorme maison de l'urbaniste, où vivront côte à côte des centaines de familles, s'élèvera très haut dans le ciel de la grande cité phocéenne, dont elle ne déparera pas, dit-on, l'aspect traditionnel. La consommation des ménages français est encore bien loin de celle d'un couple américain. Le salon des arts ménagers est un peu le supplice de Tantale pour la ménagère qui ne peut s'offrir ces nouveautés. Frigidaires et machines à laver sont encore des objets de luxe. La machine économique se remet en marche. Elle permet progressivement aux Français de réaliser leur désir de consommation et de bien-être. Après des années de privation, le début des années 50 ouvre de nouveaux horizons. Mais alors, vous ne connaissez pas Top? Oh, elle ne connaît pas Top. Top, Top, Top? Mais oui, Top, 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 tenez. Pour l'essayer, voici un berlingot Top. La France connaît le baby-boom. 860 000 enfants naissent chaque année. L'espérance de vie augmente. Les grands fléaux, tels la tuberculose, sont combattus efficacement. Jamais on ne vendit autant de jouets qu'à Noël 1948. Le modèle américain semble plus fort que jamais. Est-il récompense meilleure pour un travail bien fait qu'un Coca-Cola glacé? La 4e République rend à la France sa prospérité. Son œuvre de modernisation est incontestable, mais une faille menace l'ensemble. L'Union française connaît des crises qui vont précipiter la fin du régime. À Madagascar, où les réformes promises n'ont pas été réalisées, une rébellion éclate en 1947. La répression est impitoyable. Il faut 18 mois pour rétablir l'ordre. 80 000 Malgaches sont tués. Dans les protectorats d'Afrique du Nord, le Royaume du Maroc et la Régence de Tunisie, les résidents généraux de France ne laissent pas d'autonomie aux Marocains et aux Tunisiens. Au Maroc, le sultan entre en conflit avec le général Juin, qui représente la France. Aux yeux de son peuple, Mohamed Ben Youssef devient un symbole. En Tunisie, Habib Bourguiba, qui a fondé le parti du Néo-Destour, est le porte-parole des aspirations nationalistes. En Indochine, les 375 000 hommes du corps expéditionnaire sont engagés dans une lutte épuisante et laissés sans directive précise. Chaque année, dans l'indifférence de la métropole, l'armée perd environ 320 officiers, l'équivalent d'une promotion de Saint-Cyr. Pour lutter contre le Viet Minh, les Français ont créé un État vietnamien associé à la France. L'empereur Bao Dai a retrouvé son trône, mais il n'a qu'une prétendue indépendance et aucun pouvoir. Ho Chi Minh, de son côté, reçoit l'appui de la Chine, devenue communiste. À Pékin, Mao Tse-tung a pris le pouvoir en 1948. Du coup, l'Indochine devient un enjeu de la guerre froide. Les Américains volent au secours de la France, argent, munitions. En dépit de cette aide, l'armée française va de défaite en défaite. En 1950, l'arrivée du général Delattre de Tassigny, nommé commandant en chef en Indochine avec les pleins pouvoirs civils et militaires,
redonne confiance. Je poursuivrai la politique que la France a consacrée par les récents accords. Mais ce n'est pas que le devoir d'un homme, c'est celui de la nation. Je suis sûr qu'elle y fera face, comme je ferai tout pour y faire face. Bravo, général. Bravo, général. Attention, laissez-le passer. L'URSS a la bombe. Le fait que la Russie possède la bombe atomique apporte un élément de plus sur l'échiquier mondial, qui, pendant la session de l'ONU, modifiera sans aucun doute la portée et la nature des futurs débats. Cependant, les représentants des quatre grands se sont retrouvés à l'Exoxos et se sont aimablement serré la main dans les limites du territoire neutre de l'ONU, avant de commencer les discussions où chacun saura désormais à quoi s'en tenir sur les possibilités militaires de l'un et l'autre bloc. L'équilibre mondial est modifié. Le 15 avril 1949, à Washington, le pacte atlantique est signé. 12 pays s'engagent à organiser la coordination de la force armée en temps de paix. C'est une alliance militaire défensive sans précédent. La France n'a aucun goût pour le rôle de l'agneau en face du loup ou de l'ours ou de tout autre interlocuteur plus puissant qu'elle. Pour se défendre elle-même, elle s'associe à des pays démocratiques dont les tendances politiques sont fort variées. Tel est le sens d'un pacte qui ne viole aucun des engagements antérieurement pris par la France parce qu'il vise exclusivement à la défense des pays libres contre toute agression d'où qu'elle vienne. En avril 1949, 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, naît le bloc militaire de l'OTAN, sous le commandement des États-Unis. En juillet 1950, le général Eisenhower est nommé commandant en chef des forces de l'OTAN. Dans ce climat de guerre froide, la France prend une initiative originale. Elle jette les bases de la construction européenne. Robert Schuman et Konrad Adenauer, devenus chanceliers de la République fédérale allemande en 1949, partagent la même obsession qu'il n'y ait plus jamais de guerre entre la France et l'Allemagne. La France, et avec elle beaucoup d'autres nations, auraient été fondées à considérer que l'Allemagne ne pouvait entrer dans la famille européenne avant d'avoir donné des signes réels de sa transformation intérieure. Mais nous avons pensé qu'il fallait aller plus vite et plus loin. Aujourd'hui, nous lui proposons d'aller au-delà, de s'associer aux démocraties européennes afin de mettre ainsi un terme à l'antagonisme qui, depuis un siècle, a été à l'origine de tant de guerres. Conseillé par Jean Monnet, Robert Schuman crée la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le plan Schuman se propose de réunir sous une même autorité supranationale les ressources minières des bassins lorrains, rhénans, sarrois, belges et luxembourgeois. Chaque pays obtiendra sur un pied d'égalité les matières premières nécessaires à son industrie, dans un régime jouissant de l'aide américaine. Six nations participantes, la France et l'Allemagne, avec le Benelux, Hollande, Luxembourg, Belgique et l'Italie, marquent leur volonté de faire une Europe unie. Mais le rêve européen est ébranlé par la réalité internationale. Un mois après la déclaration de Robert Schuman, en juin 1950, éclate la guerre de Corée. Rien, en effet, ne laissait prévoir dans les meetings communistes qui se multipliaient dans toute la Chine et la Mandchourie que la République populaire de Corée prendrait l'initiative d'une action militaire qui mettrait la péninsule à feu et à sang. Le sort du gouvernement de Séoul semblait critique 2 jours après le début de l'offensive communiste. Une fois de plus, la paix est menacée dans le monde. Tous les pays, dont la France, envoient des bataillons en Corée. Comme on a pu se rendre compte personnellement le général MacArthur lors de sa récente visite au front de Corée, l'impréparation des forces sudistes était totale face à des troupes nordistes considérablement supérieures, entraînées et aidées de longue date. À nouveau, l'Europe redoute une agression russe. On se croit à la veille d'une 3e guerre mondiale. La supériorité militaire russe
est écrasante sur le sol européen. Anglais et Français supplient les Américains de ne pas retirer leurs forces d'Europe. Pour les Américains, la défense de l'Europe est impossible sans une participation de l'Allemagne de l'Ouest. Il faut réarmer l'Allemagne. 5 ans après la fin de la guerre et de l'occupation allemande, les Français ne supportent pas l'idée qu'il y ait des soldats allemands. Pour sortir de l'impasse, René Pleven a l'idée d'une armée européenne à laquelle les Allemands participeraient. Face à cette situation, l'Union soviétique se mobilise. Elle se prétend le parti de la paix et lance l'appel de Stockholm. Partout dans le monde, intellectuels et artistes communistes s'engagent pour le mouvement de la paix. En juillet 1951, la première législature de la 4e République arrive à son terme. Pour assurer la survie du régime, le gouvernement du radical socialiste Henri Queuille a l'idée d'une nouvelle loi électorale, la loi des apparentements, qui prévoit un scrutin proportionnel à l'échelon départemental. Si un groupe de partis apparentés avant le premier tour obtient la majorité des suffrages au deuxième tour, la totalité des sièges lui revient. Il est bien évident que les communistes ne peuvent pas s'apparenter avec les partis de la majorité. De Gaulle n'envisage pas que le RPF accepte ce système. La France a voté. Dans la majorité des bureaux de vote, on a constaté une grande affluence dès l'ouverture du scrutin et le faible nombre d'abstentions a démontré éloquemment que les Français avaient conscience de leur devoir civique. Le chef du gouvernement sortant, M. Henri Queuille, a joué son rôle d'électeur en même temps que d'éligible, tandis qu'un autre citoyen a décliné son identité, Auriol Vincent, profession avocat et président de la République. À Paris, au ministère de l'Intérieur, le dépouillement du scrutin donnait la physionomie de ces élections. Recul communiste, gain RPF, la majorité restant au parti du centre. Le nouveau Parlement est ingouvernable. Aucune majorité n'existe. La République des illusions est bien morte.